C'est vrai que ça doit pas être facile quand même de faire des milliers de kilomètres avec ça. Hein. Enfin, c'est lourd quoi. Ouais, c'est lourd. Très lourd, ouais. C'est pas comme Après, un dans petit les vélo descentes, ça va léger. très vite. Ah ouais? On monte à 60 km/h dans les descentes. C'est pas vrai. Ah, si, si. C'est la fierté du groupe. Ça. C'est vraiment les On descentes. dévisse les freins pour être sûr de ne pas avoir envie de freiner. Donc je m'appelle Anaïs, j'ai fait l'ESSEC, donc j'étais diplômée en 2012. D'accord. J'ai fait l'achat entrepreneuriat social, mais je travaille pas dans ce secteur-là, enfin pas directement, je travaille dans l'énergie. D'accord. Je travaille dans la filiale d'EDF qui fait des renouvelables. Donc quand j'ai terminé l'ESSEC, moi j'ai fait mon stage de fin d'études à Londres, chez Vinci, D'accord. en financement de projet. En fait, je voulais une première expérience dans le secteur, on va dire classique. Justement, j'étais très tournée entrepreneuriat social, mais je voulais que ma première expérience soit plutôt dans le secteur conventionnel, on va dire. D'accord. Donc j'ai commencé chez Vinci en financement. C'était très sympa parce que c'est de la finance, mais c'est très concret. Et c'était sur des projets, ce qu'ils appellent infrastructure sociale, donc PPP pour des écoles, des casernes de pompiers. D'accord. Des hôpitaux, des projets comme ça. C'est bien passé, donc je suis restée, ils m'ont embauchée, donc je suis restée 2 ans à Londres. Et Super. après, je voulais revenir vers un secteur un peu plus tourné problématique sociale et environnementale. Et j'ai vu une offre pour EDF Énergie Nouvelle et le côté énergie renouvelable me plaisait bien. Donc je suis passée chez EDF Énergie Nouvelle, toujours en financement. Ça m'a bien plu, c'était super intéressant parce que EDF Énergie Nouvelle, c'est une boîte qui était à la base, c'est une start-up qui a été au fur et à mesure qui a grossi, qui a été rachetée par EDF. Donc, et puis à ce moment-là, le secteur des renouvelables c'était en plein boom, donc énormément d'activités. Ça l'est toujours, non? Oui, oui, c'est toujours super actif, mais là donc le rythme de croissance était particulièrement important, donc c'était chouette, il y avait des projets dans tous les sens, on ouvrait plein de nouveaux pays, donc c'était sympa. Je suis passée en business développement sur l'Amérique du Sud, donc j'étais toujours basée à Paris, mais je travaillais sur le Chili. Et après j'ai pris la responsabilité de la zone Amérique du Sud. Donc on a ouvert le Brésil aussi. Okay. Et puis après, on a voulu partir aux US. Et comme on a une grosse filiale ici, alors le siège est à San Diego. Quand tu dis on, c'est toi personnellement avec ton copain ou c'est la boîte? Non, oui, d'accord. Parce que lui, il voulait aller faire son PhD à Berkeley. D'accord. Du coup, donc le marché des énergies renouvelables aux États-Unis. Ouais. Est-ce que, donc là, avec Trump, le retour ouais. énergie fossile, pétrole, ça a mis un petit coup d'arrêt à certains projets ou... Alors c'était la grande crainte de tout le monde, mais en réalité pas tellement. Parce qu'en fait, la politique énergétique, elle est souvent au niveau des États, ouais. Plus qu'au niveau fédéral, même si mon niveau fédéral a quand même un impact, mais il n'est pas si important que ça. Et en fait, il y a énormément de soutien de la part des deux camps politiques, en fait. Même chez les Républicains, il y a énormément de gens qui soutiennent l'éolien notamment. Ça crée énormément d'emplois et c'est une source de richesse pour les États, donc en réalité pas tant que ça. C'est donc l'essentiel de la production énergétique, c'est de l'éolien, du solaire. Ouais, il y a les deux. En Californie, c'est beaucoup de solaire, ouais. Ce qui d'ailleurs commence à être un problème parce que toutes les centrales produisent en même temps au moment où le soleil est au plus haut. Et il commence à avoir des problèmes avec ça, parce que ça crée des chutes des prix et la ressource colle plus trop avec la demande. C'est un phénomène qui est beaucoup commenté et qui commence à être un peu problématique. Ouais. Et dans les autres États, c'est souvent un peu plus équilibré entre éolien et solaire. Et du coup, au niveau donc, du solaire, si le prix de l'énergie baisse, ouais. Il y a quand même une diminution des rendements. Au niveau du financement de projet, est-ce que vous arrivez à vous y retrouver? Ouais, c'est un marché qui est devenu extrêmement compétitif. Et donc c'est de plus en plus difficile. Clairement, le solaire maintenant, c'est plus des projets avec énormément de valeur. Ça devient un peu plus une commodité en fait. Ouais. C'est tout l'enjeu en fait, notamment des acteurs comme EDF qui sont des grosses entreprises dans un milieu où il y a beaucoup de petites entreprises. Donc il faut rester compétitif et se renouveler tout le temps, trouver toujours des nouvelles innovations, se démarquer. Ouais. Au niveau donc du financement de projet, donc ouais. Au niveau filiale aux États-Unis. Alors donc Amérique du Sud, ça se faisait depuis la France. Exactement. Et aux États-Unis, donc les fonds viennent de la filiale américaine ou c'est pareil, ça vient vraiment ouais. d'une entreprise française?
Ouais, alors, en fait, aux États-Unis, on construit les projets sur nos fonds propres et ensuite on les finance au moment de la mise en service avec des montages assez spécifiques aux États-Unis, ça s'appelle du tax equity. Donc on monétise en fait l'avantage fiscal des projets renouvelables. D'accord. En échange de... l'investisseur va financer le projet et en échange il va récupérer les avantages fiscaux. D'accord. Et donc c'est assez spécifique au marché américain. Dans le reste du monde, on fait plutôt du financement sans recours. Ouais. Donc au niveau des projets, on lève une dette et il n'y a pas de recours. Enfin, c'est un financement complètement classique. ouais. Dette. En fait, il y a une déduction fiscale qui est spécifique au solaire. Et donc c'était pour avantager, donner un coup de boost aux projets renouvelables pour que le marché se développe au départ. Ok. Donc c'est un gros avantage qui permet de bien booster la rentabilité des projets et qui a permis que le marché se développe. Et donc là, c'est en train de s'éteindre. En 2020, il n'y aura plus rien du tout. Donc il faudra que les projets soient suffisamment compétitifs pour concurrencer les projets de technologie conventionnelle. Tout ça est encore, c'est encore assez l'inconnu. Mais ça va être les grandes questions du secteur là, dans quelques années. Et ça va arriver assez vite. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà mûri quand tu étais à l'ESSEC, l'expatriation? C'est quelque chose que tu envisageais? C'est une très bonne question. En Merci. fait, Très beau démarrage pour moi. Excellent démarrage. non, je pense que c'est pas quelque chose que j'avais envisagé pendant l'ESSEC. Je pense qu'à l'ESSEC, je m'étais juste dit je vais faire mon stage à l'étranger et puis je verrai ce que ça donne et voilà. Et après, j'étais contente de revenir à Paris. Et en fait, non, l'envie d'aller à l'étranger, c'est plus développé avec l'expérience professionnelle. En fait, le fait donc j'avais beaucoup d'interactions avec l'étranger dans mon job. Et j'avais envie de voir d'autres manières de travailler, de changer aussi de cadre de vie. C'est vrai que la vie à Paris aussi, c'était un peu... C'est assez orienté vers la vie professionnelle. Ouais. On a tendance un peu à négliger sa vie personnelle à Paris, enfin en tout cas pour ce qui était mon cas. Et donc envie de changer un peu de mode de vie, de voir autre chose. Après, les États-Unis, ça s'est fait par opportunité, quoi. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir un équilibre un peu plus homogène entre ta vie privée et ta vie professionnelle? En tout cas, par rapport à ce que tu avais à Paris? Ouais. Bah, ici, le mode de vie est complètement différent parce que déjà, ils ont beaucoup moins de vacances. Donc les journées de travail sont beaucoup plus courtes. D'accord. Donc à Paris, si tu pars à 19h, les gens... c'est l'incendie dans le bureau, voilà, tout de suite. on te regarde en disant je pars tôt, voilà. Alors qu'ici, à 5h, c'est rare qu'il y ait encore beaucoup de monde dans le bureau. Et les gens surtout accordent beaucoup d'importance à leur vie familiale. Enfin, c'est assez important pour eux et ils ont un mode de vie qui est très, je trouve, qui est très bien équilibré. Ce qui est top en fait, parce que du coup ça permet de faire du sport, de sortir, de faire plein de choses. Ce que t'as pas trop le temps de faire en semaine à Paris. Le fait d'avoir ce rythme-là, ça compense bien en fait beaucoup moins de vacances. D'accord. Enfin, ici il y a des gens qui ont que 2 semaines. Bah, normalement le minimum c'est 2 semaines. Après dans la plupart des boîtes ils donnent 3 semaines. Donc quand tu compares aux 7 semaines françaises, c'est quand même pas la même chose. Et dans la manière de travailler au quotidien, tu vois des différences entre les Français et les Américains? Enfin, c'est plutôt les Américains qui travaillent... Ouais, complètement. Je travaille qu'avec des Américains et c'est complètement différent. C'est beaucoup plus... En fait, ils sont beaucoup plus créatifs, je trouve. Et ils laissent beaucoup plus de place à la créativité. Il n'y a pas trop de... Enfin, en France, je pense que les gens s'autocensurent beaucoup. Parce qu'il y a... Déjà, il y a un cadre à suivre. Ici, les gens sont très spontanés. Et du coup, ça donne des choses beaucoup plus... Enfin, qui sortent un peu plus du cadre que ce qu'on a en France. D'accord. Donc, venant de France, ça fait du bien. Parce que ça aère bien l'esprit. Après, ça a aussi ses inconvénients, c'est que parfois ça peut aussi partir un peu dans tous les sens. Ils ont moins ce côté analytique que nous on a, les Français, où on part d'un point A, on arrive à un point B. Eux, c'est un peu plus... ils peuvent prendre beaucoup de détours pour y arriver. Beaucoup de digressions, Donc parfois, c'est pas toujours efficace, mais dans plein de cas, ça donne des choses très positives. Tu pédales plus trop là. Ah. Pardon. Moi, Ouais, je commence à fatiguer là, donc ça veut dire que c'est toi qui as arrêté de pédaler alors. je voulais tester un peu l'arrière. Ça a été Marché. Il accélère. Ah ouais. What's the answer? I wish I knew.